Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine prochaine pour l'économie mondiale et pour les marchés. On va commencer par un récap de cette semaine avec les derniers chiffres d'inflation connus aux États-Unis, l'inflation PCE, qui est une des mesures d'inflation les plus surveillées par la Banque centrale américaine. Ils ont surveillé notamment la partie cœur de cette inflation PCE, car c'est celle qui est la plus dure à faire baisser, c'est celle qui touche principalement le secteur des services, qui est un secteur prédominant aux États-Unis. 3/4 de l'économie américaine, même plus de 3/4, ce sont des services. Et donc, on attendait ces chiffres avec impatience. Et les chiffres ont montré un rebond, à la fois sur la partie cœur. On a eu un rebond d'un mois à l'autre en rythme annuel, et également sur la partie inflation globale. On a observé un rebond assez significatif d'ailleurs sur l'inflation qui englobe tout, donc tous les items, rebond assez significatif, et en mensuel le rebond est encore plus impressionnant quand on regarde la progression non plus en annuel mais d'un mois à l'autre. On était en progression le mois précédent de 0,1%, ce mois-ci on a une progression de 0,4%. Donc clairement les chiffres d'inflation PCE ont montré un rebond de l'inflation aux États-Unis pour la période observée, et ça tombe plutôt mal pour la Banque centrale américaine parce qu'on sait qu'elle est dans une phase d'observation des différentes données économiques pour évaluer l'opportunité de faire une pause ou pas sur ces relèvements de taux au mois de juin, sachant que dans le langage normalement de la Fed, faire une pause, ça peut signifier que c'est la pause finale et qu'on a finalement atteint le taux terminal, qu'on aura ensuite un long plafond qui va durer pendant plusieurs mois sur les taux avant de commencer à les baisser, peut-être plus tard dans l'année ou en début d'année prochaine. Donc ces chiffres d'inflation ne rendent pas service à la Fed. Alors pour autant, on n'a qu'à vu des réactions de marché. Là, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes vendredi, il est 16h15. On a les réactions initiales de marché qui ne sont pas celles qu'on pouvait craindre finalement par rapport à ces chiffres. On voit quoi ? On voit un dollar qui s'est un petit peu renforcé, mais c'est pas énorme comme mouvement, c'est globalement plutôt stable. On a en revanche un mouvement sur les taux qui a été assez marqué. On a eu notamment le taux 2 ans américain, qui est un taux de référence qui est passé pendant quelques instants au-delà de 4,6%. C'est son niveau le plus élevé depuis le mois de mars. Et je rappelle que ce taux 2 ans évoluait aux alentours de 3,6% il y a à peu près un mois. Donc on a une sacrée progression de ce taux 2 ans et globalement de tous les taux aux États-Unis. Ça, je vais revenir sur la partie plafond de la dette notamment. Mais ces chiffres d'inflation, hormis le fait d'avoir fait bouger un petit peu les taux, ça n'a pas eu d'impact sur le marché action. On a même vu plutôt des marchés actions dans la foulée. Alors la journée n'est pas terminée, on verra en clôture ce que ça donnera, mais au moment où j'enregistre, en tout cas, on a un mouvement de marché qui est plutôt un mouvement de détente, et on voit que le marché ne semble pas inquiet de ces chiffres d'inflation, considérant peut-être qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'hypothèse d'une pause sur les taux. Et c'est assez paradoxal parce qu'au même moment, on voit que sur les futurs Fed Funds, donc ce qui permettent de mesurer les anticipations sur le niveau des fonds de la Fed, en fait, le niveau de taux de la Fed sur des horizons de juillet, août, septembre, etc. Eh bien, on voit quoi ? On voit que les futurs Fed Funds, eux, montrent une probabilité de redressement de taux qui s'est encore accrue. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, à horizon 2 réunions, donc la réunion de juin et la réunion de juillet, eh bien, on voit que les futurs Fed Funds price désormais 50% de probabilité d'avoir au moins une hausse de taux sur les 2 prochaines réunions et 25% de probabilité d'avoir 2 hausses de taux. Et l'hypothèse d'une pause sur les taux, il y a à peine plus de 20% donc de probabilité que cela arrive. Donc à ce stade, il y a bien des divergences fortes de perception. Le marché action, lui, ne semble pas trop inquiet de ce que pourra faire la Fed. Le marché d'échange, ça n'a pas trop bougé, mais sur les taux, ça a bougé. Et sur les futurs Fed Funds, en revanche, ça s'est également beaucoup redressé, signe que une partie du marché considère quand même qu'il y a un risque d'avoir des mouvements encore qu'on qualifie de hawkish, donc plutôt agressif de la part de la Fed. Et donc c'est à surveiller parce que quand ça diverge un peu trop, à un moment donné, il va falloir que ça lâche d'un côté. Soit c'est le marché action qui a raison, il va falloir que les futurs Fed Funds dégradent les probabilités. Après, je ne sais pas, peut-être une déclaration de membres de la Fed la semaine prochaine, ou après des statistiques macroéconomiques. Vous verrez qu'il y en a pas mal la semaine prochaine sur l'emploi, sur les indices d'activité. On va les citer dans quelques instants. Il faudrait ça en fait pour que le marché action ait raison d'aller plus haut. Si en revanche les futurs Fed Funds restent là où ils sont en termes de probabilité, que le dollar reste toujours élevé depuis quelques semaines là, et puis que les taux, à la fois les taux courts et les taux moyens aux États-Unis ne retombent pas, eh bien ce sera plutôt autour du marché action américain d'abandonner finalement une partie de la hausse qu'il a. Alors
tous les marchés ne montent pas. Attention, cette semaine, il y a aussi des signaux très divergents entre marchés. Ça a été une belle semaine pour ce qu'on appelle, en tout cas une semaine plus résiliente, pour ce qu'on appelle les valeurs de croissance, type Nasdaq par exemple. Nasdaq a connu une phase de résilience parce qu'il y a d'abord eu certains résultats, comme ceux de Nvidia, qui ont été assez ébouriffants, et donc le titre a pris 30% dans la foulée, et ça a ajouté pas loin de 200 points au Nasdaq, ce qui est assez énorme. Et au même moment, on voit des indices constitués de valeurs plus cycliques, on va dire, pas des valeurs de croissance. Les valeurs de croissance, c'est les valeurs technologiques par essence. Le Dow Jones, lui, en revanche, a connu une semaine assez délicate, avec des phases de pression à la baisse, parce que lui, il englobe des valeurs plutôt cycliques. Et on voit que sur l'aspect cyclique, il n'y a toujours pas de bons signaux en fait, au niveau mondial. Vous regardez les matières premières, la moyenne du prix des matières premières sur les différents marchés, que ce soit les métaux, l'énergie ou autres, ça continue de baisser. On a donc des matières premières qui continuent de fléchir. On a des signaux sur la Chine qui sont toujours des signaux assez médians, assez moyens par rapport à cette réouverture. On a même des marchés actions chinois qui n'arrivent pas à trouver un second souffle, qui ne cessent de se dégrader après le gros rebond qu'ils ont connu fin d'année dernière, mais qui s'est arrêté à partir de janvier. On est toujours sur une phase de prise de gain, d'atterrissage des marchés chinois, mais qui n'arrivent pas à trouver un second souffle. Et c'est pour ça que les valeurs aussi cycliques ont un peu de mal comme ça à accélérer, parce qu'il y a quand même quelques doutes sur la croissance mondiale, qu'on voit au travers du pétrole, par exemple. Le pétrole qui n'arrive pas non plus à rebondir très fortement, le cuivre, voilà, tout ce qui est métaux industriels, qui sont des signaux un peu du poumon d'activité au niveau mondial, notamment d'activité industrielle. Toujours pas de signaux de ce côté-là. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on voit également que ce sont les signaux que nous envoient les indicateurs PMI. Cette semaine, on a les publications ce qu'on appelle les indices d'activité PMI. Donc, je vous rappelle ce que c'est. Ce sont des enquêtes qui sont faites auprès des différents responsables d'entreprise, du secteur des services ou du secteur manufacturier. Et on regarde en fait la synthèse de ces enquêtes où on pose des questions qualitatives et quantitatives aux chefs d'entreprise. On leur demande comment ils perçoivent l'emploi dans les prochains mois, comment ils perçoivent leur cahier de commande, comment ils perçoivent l'évolution des prix. Donc, ça permet d'en faire un indice, qu'on appelle l'indice PMI. Et si l'indice ressort en dessous de 50, ça traduit une expansion de l'activité dans le secteur concerné. Si on sort en dessous de 50, ça traduit une contraction. Et cette semaine, on a donc eu les publications de ces PMI et ils ont montré des écarts très très significatifs entre, d'un côté, une activité dans les services qui se maintient très bien, en Europe notamment, dans tous les pays européens, France, Allemagne. On a même eu un gros rebond d'activité dans les services en Allemagne, mais en revanche, sur la partie manufacturière, ça reste contracté. L'Allemagne a un PMI manufacturier qui est à 42, donc très très dégradé. Et donc il y a cette espèce de grand écart entre, d'un côté, une activité manufacturière qui n'arrive pas à trouver de second souffle, et donc on lit tout ça avec la Chine, donc avec cette manque de dynamique sur ce manque de dynamique sur l'entreprise chinoise. Mais en revanche, on a des économies européennes, comme l'économie américaine aussi, qui a les mêmes caractéristiques en termes de PMI, des PMI manufacturiers aux États-Unis qui sont contractés, mais des PMI services qui tiennent bien. Mais ça donne cette image effectivement que l'économie tient grâce aux services. Mais en revanche, ça c'est bien d'un point de vue macroéconomique, mais c'est un petit peu moins bien en revanche pour l'aspect inflation, parce qu'on sait que l'inflation partout en fait, en Europe et aux États-Unis, elle est principalement désormais située dans les services. Il y avait auparavant une inflation sur la partie des biens et liée à l'énergie aussi, celle-ci s'est résorbée très très majoritairement, mais reste toujours une inflation forte dans le secteur des services, et c'est plus problématique parce que les économies européennes et américaines sont quand même assez majoritairement des économies de services, plutôt qu'aux États-Unis, mais certains pays européens, c'est quand même le cas aussi. Et donc, ça oblige la Fed et la BCE à rester très vigilantes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de détente sur les taux, en fait, à la fois les taux très courts et les taux moyens. On n'a pas de détente parce qu'il n'y a toujours pas de vraie accroche pour ouvrir finalement la porte de messages un peu moins agressifs de la part des banques centrales. Et donc dans ce contexte-là, normalement les marchés actions n'ont pas encore trop de marge de manœuvre pour aller beaucoup plus haut, parce que la question de l'inflation et des banques centrales reste toujours présente. Autre thème de la semaine qui a évidemment été un thème majeur, c'est les discussions aux États-Unis sur le plafond de la dette, des négociations donc, qui s'éternisent un petit peu. Il faut qu'il y ait donc un accord un accord bipartisan donc, sur le budget avant le 1er juin, donc avant le milieu de la semaine prochaine. Donc là, on verra ce qu'il en est. Il y a quand même eu des déclarations relativement optimistes de la part des deux camps, même si certains écarts, certaines divergences persistaient toujours. Donc on verra si ça accouche d'un accord ce soir ou au courant du week-end. Mais il faut en revanche, je pense, pour les marchés actions, qu'un accord soit quand même trouvé ce week-end. Parce que sinon l'ouverture sur les marchés, sur les futurs notamment, les futurs américains dimanche soir, donc le dimanche soir, lundi matin, très
très tôt, le risque c'est qu'on ait des gaps à la baisse en fait, que s'il n'y a toujours pas d'accord, on commence à stresser un peu plus fortement. On voit d'ailleurs que les États-Unis commencent à être à nouveau dans l'œil, dans le viseur des agences de notation, notamment de Fitch. Fitch qui a annoncé qu'elle surveillait la situation et que c'est une situation qui pouvait potentiellement amener une dégradation de la perspective de la note sur la note américaine. Donc ça, c'est à surveiller évidemment, ça va être un marqueur pour les marchés. On a également eu cette semaine la confirmation que l'Allemagne était entrée en récession au premier trimestre. Alors, on rappelle, c'est quoi une récession ? C'est 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance, donc de repli du PIB. C'était le cas, donc un PIB T4 contraction de 0,4%. PIB premier trimestre, on a eu la confirmation contraction de 0,4 ou 0,3, j'ai un doute. En tout cas, 2 trimestres consécutifs de repli du PIB, c'est une récession. C'était pas une récession qui était anticipée, quand on écoutait les différentes déclarations politiques ou des instituts économiques allemands. C'était une hypothèse qui avait été écartée ces derniers mois. Et nous, on ne l'avait pas écarté. Dans les prévisions qu'on faisait, on voyait que les différentes stats, production, vente au détail, balance commerciale ou autre, on avait des chiffres très moyens et qui, au contraire, laissaient pleinement la porte ouverte à une récession. Et finalement, c'était le scénario. C'était bien ça. On a eu une récession en Allemagne. Alors, on peut dire une récession qui est passée assez inaperçue sur les marchés, parce que finalement, les marchés n'ont cessé de rallier, de grimper ces 6 derniers mois. Alors, en tout cas, sur la partie fin d'année dernière et tout le premier trimestre. Mais en revanche, la grosse baisse qu'on a vue en 2022 et donc qui précédait la récession, finalement c'était ça le mouvement des marchés. Les marchés avaient des inquiétudes économiques qui ont été traduites en récession ensuite, mais une fois qu'on est en récession, les statistiques se sont un petit peu stabilisées malgré tout et ça a permis au marché de rebondir parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles par rapport à la Chine sur l'assouplissement sanitaire, des données qui étaient un peu moins négatives qu'elles n'étaient il y a quelques temps. Donc ça a permis au marché comme ça de rebondir. Donc aussi en parallèle, il faut le dire, une forte baisse des prix de l'énergie en Europe et des prix du gaz. Cette semaine, là, le prix du gaz est tombé à 25 € le mégawattheure en zone euro, ce qui est donc un niveau de prix que l'on observait déjà avant la crise Covid et avant l'invasion de l'Ukraine. Donc on peut dire à ce stade, on verra dans quelques mois où on en sera, mais au moment où on se parle, on peut clairement dire que les prix du gaz en zone euro sur les marchés de spot donc, sont revenus à la normale. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle et ça aussi ça a contribué les mois précédents parce que la tendance était déjà baissière, mais ça a contribué aussi à la bonne tenue du DAX. Après en revanche, attention quand même au timing des marchés. Les marchés n'ont jamais un timing forcément très court terme. Donc là on a un marché qui a un DAX allemand qui est revenu sur ses sommets historiques il y a quelques jours avant de corriger. Là, on est dans une période où, justement, on a un peu une phase d'hésitation qu'on voit aussi sur le CAC 40 parce qu'après ce gros rallye, désormais, les marchés font un peu le point, se disent, bon, on en est où maintenant ? Donc, ok, il y a eu récession, mais ça, on avait déjà pricé quand même dans la grosse baisse de l'année dernière. Donc, désormais, on en est où ? Bon, on va regarder les taux en zone euro, on va regarder la macro, voir si le risque de récession persiste pour le T2 en Allemagne. Est-ce qu'on aura donc 3 trimestres consécutifs ou pas ? Voilà, c'est désormais ça qui va quand même un petit peu, je pense, animer les marchés, en Europe notamment. Toujours les statistiques sur la Chine, et ça je vais en parler dans quelques instants pour la semaine prochaine. Et voilà donc ce qu'on pourrait dire pour le récap de cette semaine au niveau de l'actualité. Juste pour vous préciser, pour venir rapidement sur le plafond de la dette aux États-Unis, cette semaine, et c'est un record, le taux 1 mois américain a dépassé les 6%, ce qui est donc un signe évidemment d'aversion au risque complet pour les échéances très très courtes de la dette américaine, parce que ce sont celles évidemment qui sont les plus exposées au risque de défaut partiel des États-Unis. Ça devait arriver, la probabilité reste quand même très faible que cela arrive, mais il y a quand même des gens qui se couvrent et à juste titre parce que c'est quand même un risque. Et d'ailleurs, ce stress du plafond de la dette fait grimper tous les taux quasiment américains, le 6 mois, le 1 an, le 2 ans, le 10 ans. Il y a plus seulement la thématique d'inflation qui était déjà présente auparavant, mais le risque sur la dette américaine, dans le cadre de ces négociations qui ont du mal à accoucher de quelque chose, eh bien ça tire ça tire tous les taux américains à la hausse. Voilà, donc il est évident que s'il y a un accord sur le plafond de la dette, ça va détendre fortement cette partie très courte de la courbe de taux, et même les taux moyens et les taux longs bénéficieront aussi de cette petite détente. Elle ne sera pas délirante parce qu'elle sera très forte sur les échéances très courtes, mais on n'aura pas non plus une détente massive des taux à long terme non plus, qui durera pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'on attendra quand même pour cela les prochaines publications d'inflation, notamment aux États-Unis, qui arriveront à la mi-juin.
Et donc, dans ce contexte-là de remontée de taux, on voit aussi que les coûts du crédit aux États-Unis se sont redressés. Les coûts du crédit hypothécaire, désormais le taux à 30 ans crédit hypothécaire américain, il est à 6,7%. Là aussi, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le mois de mars, depuis le stress bancaire. Donc, vous voyez, tout ceci a des conséquences. Les négociations qui tardent sur le plafond de la dette, ça fait grimper les taux par aversion au risque. L'inflation collante qui persiste, donc une inflation américaine qui persiste, ça maintient les taux toujours très élevés. Et puis le stress bancaire qui est passé par là aussi, donc un peu moins de crédit accordé à des conditions plus restrictives. Tout ceci donc durcit encore les conditions de crédit aux États-Unis, ce qui est donc favorable pour faire baisser l'inflation, mais ce qui peut aussi à un moment donné commencer à se voir en termes d'impact sur l'activité économique américaine. Voilà ce qu'on peut dire pour le récap de cette semaine. Rapidement, ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Donc lundi, jour off, jour férié, pas beaucoup d'activités. Normalement, les marchés seront ouverts, mais il n'y aura pas d'actualité particulière. Ça reprendra à partir de mardi avec les ventes au détail. Donc ça, c'est important. La consommation en Allemagne qu'on connaîtra mardi. On aura également les chiffres d'inflation pour l'Espagne à surveiller toujours par rapport à la politique de la BCE. On aura ensuite l'après-midi, mardi, ce sera le prix des maisons aux États-Unis. Important parce qu'on sait que c'est la partie logement qui pose le plus de problèmes à la Fed là depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, mais c'est la partie qui est la plus dure en termes de persistance d'inflation. Cette partie, ce qu'on appelle le shelter en fait, c'est toute la partie de logement au sens large. Donc voir le prix des maisons évoluer par exemple à la baisse, c'est quand même plutôt un bon signe du côté, pour la Fed en tout cas, pour l'inflation, du côté des États-Unis. Mercredi, on aura des indices d'activité pour la Chine, PMI manufacturier, on aura l'inflation en Allemagne, gros rendez-vous donc mercredi prochain. On aura le chiffre JOLTS également, ça c'est les emplois vacants aux États-Unis. Donc vous connaissez le principe, si les emplois vacants sont moins nombreux, c'est un bon signe pour la Fed, ça veut dire que le marché de l'emploi est un peu moins tendu, donc il y aura potentiellement moins de hausse de salaire, donc moins inflationniste. Donc ça, le marché le prendrait plutôt bien si le chiffre JOLTS était orienté à la baisse. Et inversement, si le chiffre JOLTS rebondissait, signal inverse, c'est-à-dire que le marché d'emploi reste très tendu ou potentiellement tendu, donc inflationniste parce que les hausses de salaire se maintiennent. On aura également mercredi plusieurs speakers de la Fed, donc des membres du FOMC, membres de la Fed qui s'exprimeront. Mercredi soir, ce sera le Beige Book, qui est donc une photographie presque instantanée sur une période donnée de l'économie américaine. Jeudi, on aura les chiffres d'inflation pour la zone euro, évidemment, la gros rendez-vous. Quelques heures après, un discours de Christine Lagarde. On aura également l'ISM manufacturier, donc ISM manufacturier, indice d'activité donc manufacturière aux États-Unis. Et puis le vendredi, ce sera le jour classique, une fois par mois, du rapport sur l'emploi aux États-Unis, avec notamment les créations d'emplois non agricoles, le fameux chiffre NFP. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.